Merci, Madame la Première ministre. Je reviendrai sur quelques-unes des questions que j'avais soulevées dans mon introduction, notamment le débat en cours au niveau européen sur la directive de présomption salariale. Nous venons d'auditionner le ministre des Transports, Clément Beaune, ancien secrétaire d'État aux Affaires européennes, qui a souligné à quel point la France avait été moteur sur le fait qu'il y ait une régulation au niveau et une harmonisation au niveau européen de la question de la protection sociale des travailleurs des plateformes. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du rôle de la France dans ce débat et de la position de la France, et peut-être dire un mot aussi, même si c'est pas directement lié évidemment à vos attributions en tant que ministre du Travail, ministre des Transports, de la question de l'encadrement des relations entre les représentants d'entreprises privées et les décideurs publics, et si vous voyez des voies d'approfondissement ou d'amélioration suite à la loi Sapin 2 et la création de la HATVP. Alors d'abord, sur le projet de directive, comme je l'ai indiqué, la proposition a été faite par la Commission en décembre 2021, c'est-à-dire juste avant la présidence française. Et donc pendant cette dernière, nous aurions pu mettre le texte de côté parce qu'on nous reproche souvent de vouloir bloquer le texte. En fait, c'est tout le contraire, puisque en tant que présidence, nous avons organisé pas moins de 7 groupes de travail qui ont permis d'avancer sur ce texte et de présenter au Conseil de juin 2022 un rapport de progrès avant de passer le relais à la présidence tchèque. Ensuite, je l'ai dit, un accord a failli intervenir en décembre 2022 et en fait on a été confronté à une minorité de blocage. Donc la France était à ce moment-là prête à prendre le texte. Et donc je rappelle que le commissaire que vous avez également auditionné, qui était présent à ce Conseil de décembre 2022, était également prêt à accepter ce texte. C'est donc qu'il devait estimer que cette version du texte était satisfaisante. Sur le fond, pour redire quelle est notre position, l'objectif du texte est de lutter contre les faux indépendants. Ça n'est pas d'empêcher le travail des indépendants, le travail indépendant. Donc le texte cherche à établir des règles qui correspondent à la réalité du lien entre les plateformes et le travailleur. S'il y a un lien de subordination, alors le travailleur doit être considéré comme un salarié, même s'il est formellement indépendant. Et à l'inverse, s'il n'y a pas de lien de subordination, alors il peut être regardé comme indépendant. Donc nous sommes en phase avec cette approche qui est de bon sens. Toute la question est de savoir comment déterminer les critères qui permettent de constater qu'il y a subordination ou pas. Si on a des critères trop généraux et qui sont insuffisamment précis, il n'est pas possible d'apprécier la réalité du lien et de distinguer les différents cas de figure qui se présentent et d'en tirer des conséquences sur les deux options, salariat ou pas. Donc selon nous, l'objectif du texte serait manqué alors que le texte est supposé apporter de la sécurité juridique en clarifiant les situations sur la base d'une liste précise de critères, si l'appréciation et la qualification restent floues et que c'est in fine au juge qu'il appartient de trancher les situations. Donc notre position est claire, on est engagé dans la recherche d'une position équilibrée sur le texte qui permette à la fois de favoriser l'emploi, de lutter contre les faux indépendants et à l'inverse de préserver le statut des véritables travailleurs indépendants qui souhaitent le rester tout en protégeant le modèle des accords collectifs qui porte ses fruits. Parce que je le précise, finalement, ce texte, contrairement à l'approche qu'on a pu avoir en France, ne permet pas de créer des droits collectifs pour les travailleurs des plateformes, sauf si les critères qui figurent dans le texte permettent de les requalifier en salariat. Mais sinon, le texte ne mène pas le chemin que nous avons mené en France pour permettre la construction de droits collectifs pour les travailleurs des plateformes. De fait, ça n'est pas dans les compétences de la Commission européenne de réguler le travail indépendant. Mais donc c'est bien une approche qui peut être complémentaire de celle qu'on mène en France, puisque finalement ça permettrait, si ce texte aboutit, ce que nous souhaitons évidemment, de clarifier les critères de requalification. Soit on est dans le champ du salariat et dans ce cas-là, il y a des protections habituelles des salariés qui s'appliquent, soit nous n'y sommes pas, et donc c'est tout le champ de la construction de droits collectifs qu'on a mené en France avec les différents textes que j'ai mentionnés.
Donc, comme vous le savez sans doute, un Coreper s'est réuni hier, qui n'a pas montré de majorité pouvant se dégager sur ce texte. Donc peut-être que ce sera le cas d'ici au prochain Conseil EBSCO. On verra s'il est possible d'obtenir un accord sur le texte à ce moment-là. Sur les propositions de transparence qui ont été évoquées au cours des travaux de votre commission d'enquête, il n'y a pas de doute sur le fait que le mandat qui est confié par les citoyens aux élus exige en contrepartie de la transparence. Donc c'est notamment le sens de la loi que vous avez mentionnée, la loi Sapin 2 anticorruption de décembre 2016, et puis les lois pour la confiance dans la vie politique de septembre 2017 qui sont venues renforcer cette exigence. La question de l'approfondissement des mesures destinées à renforcer la transparence de la vie publique et à prévenir notamment les conflits d'intérêts fait l'objet d'un travail interministériel actuellement dans le cadre de l'évaluation de 5e cycle de la France par le GRECO, donc vous savez, l'instance européenne qui est en charge d'apprécier les situations. Et dans ce cadre, il y a des travaux qui sont en cours. Je ne vais sans doute pas rentrer dans le détail et certains seront mieux à même d'en parler que moi, notamment par la HATVP, la Haute Autorité pour la transparence de la vie politique, mais également par le SGG et la DGAFP pour regarder s'il y a encore des pistes d'amélioration dans ce domaine.